début. Et puis, on va y aller progressivement. Bien sûr. Bon, j'ai été conduit au fil du temps parce que je voyais des confusions s'installer. J'ai été conduit dans le fil du temps à distinguer deux concepts différents quand on parle du mot performance. On a le tort de le prendre comme il est et de croire qu'il existe en tant que tel. En fait, il faut l'analyser un peu et s'apercevoir qu'il y a des confusions. C'est pour ça que j'ai créé deux termes autour du mot performance. Ce que j'appelle la performance P1, mais si c'était à refaire, je ne l'appellerais pas comme ça, parce que P1 et P2 semblent se succéder, alors qu'en fait, les deux sont de nature extrêmement différente. Très différente. Ouais. Ce qu'il faut comprendre dans la performance P1, c'est que c'est celle qui n'existe pas et que l'on va réaliser en situation de compétition. Et c'est ce à quoi on doit entraîner l'athlète, bien entendu. Ce n'est pas à autre chose qu'à être présent dans la situation de compétition et à y performer. Donc, il faudra ne pas se limiter à comprendre la performance en tant que telle, celle que réalise le sujet, mais comprendre ce qui se passe en situation de compétition. Et ça, on ne le fait jamais. On adopte un concept de performance centré sur le sujet, on mesure ses bras, on mesure ses jambes, on lui donne la taille, etc. Mais personne ne s'intéresse à la situation de compétition, alors qu'en fait, c'est ce qu'on doit préparer. Et elle a des caractéristiques qui sont complètement oubliées, qui fait qu'on court après des médailles, mais on ne prépare pas les athlètes à ce qu'ils vont rencontrer comme problème. Donc, la performance P1, elle n'existe pas. C'est celle qui va émerger du contexte de la situation de compétition et du potentiel de situation, comme dit François Julien. On va faire vivre la situation, l'athlète va la faire vivre pour faire émerger une performance, mais elle n'existe pas encore. Ok. Alors moi j'ai un petit truc là-dessus par rapport à l'observation en compétition. Puis je me plais à discuter de ça avec les entraîneurs, surtout chez les jeunes. Oui. Surtout chez les jeunes. Et c'est là où que le challenge est plus dur. Et j'aurais une première question après ce commentaire-là. C'est là où le challenge est plus dur, c'est-à-dire que les jeunes, le coach chez les jeunes va enseigner toute la semaine, imposer bien souvent Un modèle. son Oui. paradigme ou son modèle, comme tu peux l'appeler. Et en compétition, à chaque fois, ils vont tirer les mêmes conclusions. Waouh, mais d'où ça sort? Waouh, Voilà. mais d'où ça sort? Et Et bien sûr. rarement, ils sont capables de faire reproduire ce genre de comportement, d'exploration dans lequel ils se mettent l'athlète en compétition. Est-ce que c'est Mais vraiment tout une simplement, observation qui est correcte? mais absolument, mais il faut tout simplement les préparer et leur dire qu'il va y avoir un moment d'invention et un moment de création. La compétition sportive, c'est un sport hautement intellectuel qui suppose une disponibilité et une capacité d'être artiste le moment venu. Donc, il faut leur parler de ça. Il faut leur parler de cette espèce d'émancipation de soi-même, de saut qualitatif qui va se passer parce que tout simplement, la situation va le permettre. Mais il faut qu'ils soient présents à ça et qu'ils aient été préparés à être présents à ça. S'ils ont été préparés selon ce qu'on appellera peut-être tout à l'heure le deuxième univers ou l'univers d'une normalité technique, ils ne peuvent pas découvrir ce moment. Ce moment, ils le vivent avec eux-mêmes et personne d'ailleurs n'y aura accès. C'est de l'intime. Il faut les habituer à l'intime. Il faut les habituer à être avec eux-mêmes dans ces moments-là. C'est un moment et il n'y a pas d'autre solution. Et plaquer pour se rassurer une normalité technique là-dessus, c'est tuer cette dynamique. Donc, dès le début, il faut les habituer à cette dynamique et leur faire aimer ce qu'ils produisent et les sensations qu'ils ont quand ils les produisent. Et les inviter à décrire certainement ces sensations-là, parce que nous, Absolument. on a des représentations des sensations qui sont complètement différentes individuellement, là, je veux Et dire, l'un à l'autre. en plus, non seulement les aider, mais vous n'aurez jamais accès, il faut le leur dire, à ce qui va se passer parce que c'est leur truc à eux. Ouais. Tu comprends, il va se passer quelque chose qui est pour moi, le plus subtil de la condition humaine, c'est-à-dire c'était ce moment que François Julien appelle non pas vivre, mais exister, c'est-à-dire sortir de soi-même, parce que la situation va vous y inviter, tout simplement. Mais il faut être présent à elle-même, à cette situation. Il faut être présent à cette situation. Si vous n'êtes pas présent et que vous plaquez un modèle a priori, vous serez déçu. Ça peut réussir, mais ça échouera parce que vous ne savez pas pourquoi vous réussissez. Ouais. Il faut préparer les gens à l'aventure humaine très subtil et dès l'enfance de ce qu'est un engagement,
un faire, une action, avec tout ce que ça suppose de singularité. Personne ne peut le faire à ta place. Ouais, non, ça c'est. Comme dit Saint-Exupéry, il n'y a pas à la prévoir, mais il y a à la préparer. Oui. Et les gens imaginent que parce qu'il y a un moment d'invention et de création qui va nous surprendre, il n'y a pas de possibilité de la préparer, alors qu'en fait, il y a une possibilité énorme de la préparer. Non tout simplement, je veux dire par la culture qu'on aura depuis longtemps de l'art de vivre ce moment. Et il faudra avoir eu des expériences là-dedans et des feedbacks sur cette expérience et être invité par l'entraîneur à approfondir dans son propre intime, dans l'intime de l'athlète, pour que tout simplement, tout doucement, il grandisse dans quelque chose dont il est l'artiste. Et personne ne le fera à sa place. Exact. L'œuvre d'art ne peut pas être dirigée. Elle est un moment de création. Et pour moi, les médailles d'or, je le dis souvent quand je fais des interventions, il y a certaines médailles d'or qui sont médiocres parce qu'elles sont faites sur une robotisation du vivant. Elles ne sont pas faites sur son expression réelle, c'est-à-dire son art d'exister, sortir de soi pour produire quelque chose d'adéquat au problème qui m'est posé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une situation de compétition? Et une situation de compétition, on peut la résumer très simplement, c'est résoudre un problème. Et c'est un problème que je suis capable de me poser, compte tenu de l'intention large que je poursuis, que je suis capable de me poser et que je vais résoudre. Et si je ne le résous pas, je le résoudrai la prochaine fois. Tu te rends compte, François, que l'entraîneur qui nous écoute aujourd'hui, c'est quand même violent. S'il n'a jamais été dans cette parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ne sont pas confortables là-dedans et qui se rassurent beaucoup sur les rapports scientifiques, sur les choses qu'ils contrôlent. Mais c'est pour ça que j'ai pas de, si tu veux, je n'ai pas fait école qu'auprès que des gens que j'ai eu en cours et qui ont eu le temps de partager avec moi ces choses-là. Mais j'ai fait beaucoup d'interventions, tu l'imagines, au cours de ma carrière, et en général, les gens peuvent comprendre ce que je veux dire, mais après, il faut travailler cette chose-là pour soi, pour véritablement l'intégrer. Sinon, on retombe dans la facilité, c'est pas une facilité parce que des fois c'est très dur, mais de la série d'exercices pour eux-mêmes, si tu veux. Et la série d'exercices pour eux-mêmes, quand on a compris la condition humaine un petit peu, ça ne veut absolument rien dire. Donc en fait, l'idée… Vraiment, hein, qu'on parle vraiment de joie, donc c'est auto-centré. Et l'humanisme, si je ne me trompe pas, ça place l'individu au centre de l'univers et non pas la science. Et non pas la science. Qui le suit comme un outil si elle est pertinente, mais on se trompe de paradigme très souvent en fait. Aussi pour se rassurer socialement, parce que si on donne pas les fréquences et qu'il y a des observateurs dans les gradins, qu'est-ce qu'il fait cet entraîneur? Il connaît pas son métier. On est tous rattrapés par ça. Bien sûr, on entretient une aliénation. Exactement, ouais. Alors là où c'est très difficile dans ce dont je prétends parler, c'est que évidemment ça fait une rupture, mais à un moment donné, il faut choisir son camp. On ne peut pas être dans l'un ou dans l'autre. C'est difficile, hein. On dirait. Parce qu'on reparlera du rôle de l'entraîneur, il n'est plus du tout cette espèce de gourou qui possède un pouvoir et qui dit comment faire. Ça, c'est le pire. Un entraîneur, ça ne dit pas comment faire. Ça regarde l'autre faire et ça l'aide en le conseillant d'alternatives possibles par rapport à ce qu'il a vu, mais certainement pas lui dire comment il doit faire. Ça, c'est de l'imposture et c'est de la destruction de motricité. Quelqu'un qui vous fait ça, en fait, il vous détruit. Il ne vous enrichit pas. En fait, il limite l'athlète dans son développement, en fait, en faisant ce genre de choses. Absolument. Il lui fait prendre une impasse. On ne peut pas adopter la motricité d'un autre et en plus lorsqu'elle est statistiquement élaborée. Vous imaginez ce que c'est? Imagine-toi ta vie, si tu veux, on te balance un truc comme ça qui te nierait complètement et qui ferait que tu n'existerais plus avec ce que tu es. Mais c'est un crime et je l'ai vu pratiquer de très nombreuses fois. J'ai vu des jeunes arriver à Roland-Garros et de très très bons tennisman, poésie, musique, etc., qui enrichissent leur conception de la performance, et puis statistiques, lactate, tout ce que tu voudras pour se faire une idée. Mais c'est une idée conceptuelle, c'est une idée théorique. Et le grand problème, c'est que les gens élaborent ça et en font la vérité à enseigner. Alors que P2 ne doit pas être enseigné comme P2. C'est ça le grand secret. C'est que cette conception de la performance doit accompagner l'athlète et non pas le détruire.
Ouais. Toi, tu as une conception de la perf P2. Moi, j'en ai une. Notre ami en a une aussi. Mais d'abord, on pourrait les échanger, ça serait super. Mais ça n'en ferait pas une performance P1 pour autant. Hein. Non. Ça n'en ferait qu'une chose assez sophistiquée au niveau de la conception, mais qui reste extrêmement prudente à vouloir se mêler de ce qui se passe en P1. Parce que ce qui se passe en P1, on peut être enrichi d'une culture par ce que les anciens ont trouvé avant nous, mais ce n'est pas pour autant qu'elle peut s'importer sans nuance dans la motricité d'un autre. Et il faut maintenir, à mon avis, un écart absolument net entre P1 et P2. Il faut conserver. Donc, ouais. tu vois que le statut de l'entraîneur change complètement, parce que l'entraîneur ne connaît pas P1, sophistique P2, et là, les experts, si tu veux, sont responsables, les médecins, les scientifiques sont responsables, ils sophistiquent un P2 complètement formel, et les entraîneurs ont dans la tête de reproduire ça, d'ailleurs, ils ne le reproduisent pas parce que ça les emmerde au bout d'un certain temps, ils ont dans la tête de reproduire ça, donc ils doublent ratement, ils ratent doublement. Ils ratent P1 parce qu'ils ne le connaissent pas, et ils imposent P2, ce qui ne sert à rien, et qui dévie l'individu de l'aventure qu'il veut vivre. Ouais, mais là, oui, mais comment on fait? Et comment on fait chez les plus jeunes et comment on fait chez les plus… Bon, j'ai une question, Stéphane, qui peut t'intéresser. Alors, si entraîner et s'entraîner est aussi un acte d'invention, oui. Comment cette faculté à créer doit ou devrait être enseignée dans le processus de formation des entraîneurs? Déjà, en leur disant de ne pas être dans l'attente d'une vérité hétéronome, c'est-à-dire d'une vérité qui viendrait d'ailleurs. C'est-à-dire ils vont avoir l'obligation, en rencontrant des athlètes qui sont des singularités, ils vont être dans l'obligation de résoudre des problèmes singuliers qui vont être les leurs. Donc déjà, de ne pas être en soumission ni dans l'attente d'une vérité surplombante, mais en montrant l'intérêt d'une vérité en P2 qui enrichit leur propre expérience, et ça, on peut en parler à ce moment-là. Mais tu vois, c'est en leur disant que de toute façon, la décision qu'ils vont prendre, ils vont l'inventer. Et qu'ils n'attendent pas une vérité qui viendrait d'ailleurs. Après, personnellement, je provoquerais des rencontres d'entraîneurs ayant déjà réussi ou ayant déjà un petit peu de bouteille, c'est-à-dire capables d'échanger sur une expérience concrète. Bon. Et puis après, il y a tout le rapport aux sciences possibles, c'est-à-dire faire de l'épistémologie, faire de la philosophie, faire de la physiologie. Moi, je suis très heureux de connaître le concept de volume maximal d'oxygène. Mais ça ne vient pas polluer ma croyance en fait qu'il n'y a pas de vérité scientifique, parce que j'ai appris, parce qu'on me l'a enseigné, un moment d'épistémologie, c'est-à-dire de réflexion sur ce qu'est la connaissance. Et la connaissance, ce n'est pas l'idée que je m'en fais depuis que je suis à l'école maternelle. La connaissance, c'est quelque chose que l'on doit à nouveau interroger, parce que j'en ai une vision peut-être pas très heureuse.